Pouti poup à tous, je suis Ponyboy. Je réalise régulièrement des conférences sur l'art d'être créatif, mais mon travail en ce moment c'est le projet Melvin et Magic. Le but c'est de créer une série d'humour et d'aventure en animation 2D. Et l'énorme particularité du projet c'est que je le porte sur mes épaules. J'ai décidé de me lancer là-dedans tout seul et sans aucune formation initiale. Alors tout seul c'est pour l'instant parce que je vais bientôt créer un studio d'animation avec un vrai lieu, donc avec des bureaux, des vrais gens. Et j'ai également créé un studio d'enregistrement. Pour l'instant c'est dans mon salon, mais je pense que ça va bouger d'ici quelques mois. Durant les 2 dernières années, j'ai porté pas mal de casquettes. J'ai fait du dessin, j'ai fait de la composition, des voix, du chant, et depuis 1 an, plus particulièrement, je travaille sur le scénario, sur le script de Melvin et Magic. Donc, je suis surtout scénariste depuis 1 an en fait. Aujourd'hui, je décide de faire le point avec vous parce que cette période est sur le point de s'arrêter. Je m'arrête d'être scénariste et je vais bientôt passer au voice acting de la série. Le problème, c'est que je peux difficilement vous balancer plein d'informations sur le scénario sans vous spoiler. Donc le but d'aujourd'hui, ça va être de vous parler de où j'en suis dans le projet Melvin et Magic, mais également de vous donner plein de conseils sur l'écriture et comment booster vos projets personnels à vous. Où en es-tu dans le projet Melvin et Magic? Le script est enfin 100% validé. Il y a 500 pages à peu près de scénario, plus une centaine de pages qui expliquent les décors et les particularités de l'univers. On verra ça tout à l'heure, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Je suis ultra content, j'en ai pleuré de joie. Ça fait un long moment que je suis sur le projet, 3 ans au total, et donc le script c'était surtout sur cette année qui vient de s'écouler. Et je suis passé par absolument tous les états, en passant par le moment où vous êtes allongé par terre en train de vous demander qu'est-ce que vous faites de votre vie. Donc là je suis très content, les dernières semaines étaient difficiles, je sais qu'il y a certains de mes proches qui m'ont vu au bout de ma vie. Là c'est bon, l'ensemble est fait et c'est très cohérent, il y a de l'humour. Quand vous vous marrez devant votre feuille que vous venez d'écrire, c'est que c'est bon signe en général. Alors, je n'ai pas fait que le script durant les derniers mois qui se sont écoulés, j'ai également passé pas mal de temps pour rechercher un super bureau, un super local dans lequel il va pouvoir y avoir mon équipe qui travaille sur le projet. Je vais être honnête avec vous, c'était beaucoup plus complexe que ce que j'imaginais. Déjà, au niveau de la recherche, c'est compliqué de base, mais avec le virus, c'est encore plus le bordel. Oui, bonjour, j'aimerais savoir si vous réalisez des locations de bureaux professionnels. Un bureau professionnel à louer. Là, on vient d'appeler qui? Bonjour, vous êtes sur le... Location de bureau professionnel. Je recherche un bureau professionnel. Non, on n'en a pas. De bureau professionnel. Ah non, je suis navré, monsieur. Absent pour le moment, vous pouvez nous laisser un message. D'accord, vous faites que des locaux particuliers. Exactement. Et vous pouvez pas transformer un local particulier en bureau professionnel? La bonne nouvelle, c'est que j'ai probablement trouvé quelque chose de qualitatif. Alors on ne verra pas le bureau à cette vidéo-là, mais ce sera pour plus tard, je vous montrerai, je vous ferai évidemment visiter les locaux, si c'est enfin le bon endroit que j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu as aimé dans le métier de scénariste? Le fait d'inventer des nouveaux mots, définitivement, j'adore ça. Et de créer des situations assez drôles aussi. Quand vous vous marrez devant votre feuille, encore une fois, c'est bon signe. Ok, qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Se lever pour travailler déjà le matin, et tout ce qui est lié à la correction d'orthographe et de grammaire sur le projet, ça c'est horrible, d'autant que vu que j'invente plein de nouveaux mots, forcément le logiciel les reconnaît pas. Le stress, ça reste un projet qui est assez conséquent pour moi, donc il y a quand même le stress de devoir avancer, je peux pas passer trop de temps sur le projet, donc il faut avancer, il faut trouver des idées, il faut trouver l'inspiration, donc régulièrement il y a quand même du stress. Et le fait de devoir effacer, de devoir revenir en arrière, mais ça c'est la même chose si vous faites du dessin ou de la musique, il y a un moment qui est très dur où vous vous rendez compte que l'œuvre, il y a un bout qui va pas, le bras ne va pas, la mélodie est pas top, et vous êtes obligé pour corriger ça de revenir bien plus en arrière en vous rendant compte qu'en fait c'était pas le bras qui déconnait mais l'épaule ou alors la tête, que c'était pas la mélodie qui déconnait mais c'était carrément la structure générale de la musique. Et donc c'est la même chose pour le scénario, quand il y a des choses qui vont pas, des fois il faut revenir bien en arrière pour corriger ça, donc c'est dur, vous êtes devant votre feuille et vous dites bordel, je vais devoir revenir en arrière, je vais devoir modifier
modifier plein de choses, j'en ai pour plusieurs jours, mais après, pour revenir à ce que j'aime, c'est que vous relisez, vous vous rendez compte que c'est ce que vous avez créé, c'est ce que vous avez écrit, et ça, ça a juste pas de prix, c'est super agréable. La sensation d'avoir vraiment créé quelque chose de A à Z, vraiment, si vous hésitez à vous lancer dans une activité artistique ou quoi, essayez ne serait-ce que pour avoir le plaisir de vous rendre compte que vous avez créé quelque chose de A à Z. À quoi ça ressemble un script ? Alors, normalement, un script, c'est ça. Mais honnêtement, entre nous, c'est moche. Donc, j'ai ajouté des couleurs. Et voilà, vous avez ici un bout du script de Melvin et Magic. Alors, comment est-ce que ça s'organise ? Eh bien, de façon à ce que toute l'équipe puisse comprendre ce qu'il se passe, il y a un certain nombre de choses qui sont pareilles partout. Déjà, tout au-dessus, on a le numéro de scène, c'est l'équivalent du chapitre. Donc là, par exemple, c'est la scène numéro 5. Une scène, ça dure entre 20-30 secondes jusqu'à 1 minute et ça représente 1 ou 2 pages dans le script pour vous donner un ordre d'idée. En général, je change de scène quand je change de lieu, je change de personnage, mais aussi des fois quand l'animation risque d'être trop longue. Donc c'est ou bien une raison scénaristique ou bien une raison technique. Ensuite, toujours, je place le lieu, la temporalité et les personnages. Ça va permettre, une fois qu'il va y avoir les animateurs, de pouvoir travailler super rapidement en se disant « Ok, c'est la tour R, boum, on a les décors, c'est l'heure bleue, hop, on règle correctement, et on a les personnages Melvin et Rémi, et peut-être qu'ils ont une particularité, dans ce cas c'est rajouter, par exemple Rémi a un objet sur lui ou ce genre de choses. » Les flèches, ça représente des actions, par exemple celle-ci elle est très simple, Rémi sort son téléphone portable et le consulte. Et entre chaque action, on a des dialogues, ou entre chaque dialogue, on a des actions, c'est comme vous préférez. Le script, c'est ça, c'est des scènes avec des lieux, des personnages, et dans ces scènes, on a des actions et des dialogues. J'ai mis des couleurs, comme ça ce sera beaucoup plus simple au niveau du voice acting pour s'y retrouver. Parce que je vais être debout, les voice actors vont être debout, on va beaucoup bouger, donc des couleurs, ce sera absolument top. Comment on écrit une bonne histoire ? Bon, alors, George R.R. Martin, J.K. Rowling, Tolkien, toutes ces personnes-là, elles n'ont pas un talent et elles n'ont pas un don inné. Elles ne sont pas nées avec le don de d'un coup pouvoir écrire. Quand vous écrivez quelque chose comme Game of Thrones ou comme Harry Potter, c'est que vous avez des années de pratique et de connaissances avant. Tolkien, il était professeur de lettres. Rowling, si je dis pas de bêtises, elle a des diplômes également dans tout ce qui est littérature. Donc le talent, il n'apparaît pas comme ça. La meilleure façon d'écrire, c'est à un moment de prendre des livres qui vous enseignent comment écrire. Heureusement, il y en a des simples, il y en a des plus compliqués. Je tiens à préciser, la vidéo n'est pas sponsorisée. L'anatomie du scénario, si vous démarrez, il est pas trop mal. Il est pas trop mal. Si vous voulez aller plus loin, je recommande la dramaturgie, que j'ai vraiment étudié de fond en comble. Il est niveau un peu plus élevé. Et si vous voulez aller encore plus loin, le héros aux 1001 visages, qui est très 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 bon, très très bonne qualité. Par contre, il faut s'accrocher pour le lire, il est déjà un peu plus complexe. Si vous avez la flemme d'apprendre à faire un scénario, voilà mon conseil. Pour faire une bonne histoire, il faut du conflit. Par exemple, on va prendre Melvin. Melvin, il cherche les 12 fragments de pamplemousse, c'est le but de la série. Si à chaque fois qu'il ouvre un placard, il y a un fragment de pamplemousse qui sort, vous allez vite perdre intérêt dans la série. Donc il faut qu'il y ait des obstacles, il faut qu'il y ait du conflit, et si possible, le plus fort possible. Par exemple, vous prenez Jean-Bob. Jean-Bob, il veut aller à Marseille. Il peut pas juste monter dans le train et arriver à Marseille. Il faut qu'il y ait du conflit dans votre histoire. Donc il peut très bien monter dans le train et il est capturé par des gens qui viennent de braquer une banque ou alors par des aliens. Ou alors par des aliens qui viennent de braquer une banque. J'en sais rien. Mais il faut qu'il y ait un maximum de conflits, sinon votre histoire, elle est naze. Si Voldemort, vous lui mettez une pichenette et il est mort, bah ça donne pas 7 livres, quoi. J'essaye d'écrire un livre, je bloque au niveau des dialogues. Bon, alors, les dialogues, c'est la dernière étape dans votre création. C'est censé être les vêtements. Tout le reste, il faut le travailler avant les dialogues. Donc là, on vient de parler de Jean-Bob, on va reprendre l'exemple. Jean-Bob, qui veut aller à Marseille et qui se fait enlever par des aliens qui viennent de braquer une banque, c'est le squelette. Donc vous devez travailler déjà sur le squelette. C'est-à-dire, vous devez avoir une idée assez claire de l'histoire, du but du héros et du conflit majeur. Le conflit majeur, c'est ces aliens qui viennent
pour braquer une banque. Ensuite, vous rajoutez les muscles et la peau. Peu importe, les muscles, ça peut être par exemple, pourquoi est-ce qu'il veut aller à Marseille? Est-ce que c'est pour voir ses parents? Est-ce que c'est pour voir sa copine? Est-ce que c'est pour acheter un vélo? Pourquoi est-ce que les aliens ont braqué une banque? Est-ce que leur race se nourrit d'or et d'argent? Est-ce qu'ils se nourrissent de politiciens? J'en sais rien du tout. Donc, il faut rajouter des muscles, il faut rajouter de la peau, et ces muscles et cette peau, c'est également votre personnage. Pour qu'il y ait un max de conflits, Jean-Bob, ce qui peut être intéressant, c'est qu'il ne croit pas du tout aux extraterrestres, et à la limite, il ne croit pas du tout aux braqueurs de banque. Ou alors, il est ultra timide, donc le fait qu'il se fasse prendre dans une aventure fantastique, ça peut être une source de conflit interne pour lui. Donc, travailler les personnages. Ce qui est important, c'est ce qui est caché derrière le dialogue. En réalité, dans le scénario, ce qui prend le plus de temps, en tout cas, ce qui, selon moi, devrait prendre le plus de temps, c'est le squelette, les muscles, la peau. Les dialogues, ça arrive vraiment tout à la fin. Et quand ça arrive, c'est extrêmement naturel. Je vais vous donner un exemple tout simple. Imaginons vous êtes à table, vous avez votre petite sœur à gauche et vous avez votre papa à droite. Si vous prenez une fourchette et que vous commencez de piquer dans l'assiette de votre petite sœur et que vous commencez de piquer dans l'assiette de votre papa, je suis certain que vous savez déjà par avance comment est-ce qu'ils vont réagir. Peut-être que votre papa va ne pas être content, peut-être qu'il va vous donner ce qu'il a dans son assiette. Votre petite sœur, c'est sûr, elle va hurler, elle va pas être contente. Donc ça veut dire que vous connaissez déjà la psychologie de ces personnes-là. Eh ben, quand vous écrivez un scénario, vous devez arriver à ce point-là. Vous devez arriver au point où si je prends Jean-Bob qui va à Marseille pour faire je ne sais quoi, si vous le mettez dans le train et qu'il y a quelqu'un qui lui renverse un café dessus, vous devez savoir comment est-ce qu'il va réagir. Est-ce qu'il va se lever, est-ce qu'il va gueuler? Est-ce qu'il va être tout timide, il va rien dire de spécial? Est-ce qu'il va rigoler parce que ça lui rappelle quelque chose? Vous devez super bien connaître votre personnage. Si je remplace Jean-Bob par Wolverine, imaginez, vous avez Wolverine super baraqué dans le train, quelqu'un lui renverse un café dessus, j'ai envie de dire ça va mal se passer. Donc vous connaissez la psychologie des personnages, donc vous savez ce qui va arriver. Le but du scénariste, ce n'est pas de prendre des personnages et de leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire. Le but du scénariste, c'est de créer une trame, un univers, un environnement, et de créer une psychologie, et de mettre les deux l'un sur l'autre. Ce qui va en ressortir, c'est quelque chose de très naturel. Alors, ça peut poser également des problèmes. Le meilleur exemple, c'est Pierre Bottero, qui a écrit La quête des Willan, Les mondes des Willan et Elana. Il s'est rendu compte au bout d'un moment que, en laissant ses personnages vivre, le scénario n'allait pas forcément dans la direction qu'il pensait. Voire pire, qu'il y a des scènes en plus ou en moins qui se créaient. Et il exprimait ça sur un passage dans un de ses premiers livres où son personnage principal, sans qu'il le veuille, se met à s'engueuler, à se fâcher très fort avec un autre personnage. Et il disait, Bottero à ce moment-là, il expliquait que pour lui, c'était une évidence et que de faire autrement, ce serait trahir le personnage. Et j'en arrive au point où je me demande si finalement il n'y a pas 50% l'écriture, le scénariste qui est à un endroit et qui écrit et qui essaye de faire aller les personnages dans une direction, et il y a 50% où c'est les personnages qui deviennent tellement réels, qui deviennent tellement vivants, à force de passer du temps, à force de passer de l'énergie dedans, qu'ils dirigent aussi une partie du scénario. Moi, ça m'est arrivé dans Melvin et Magic, j'en avais parlé un petit peu sur les réseaux, que j'étais en train de réécrire certains épisodes parce que en relisant, je me suis rendu compte que les personnages ne pouvaient pas réagir comme ça. Et plus vous allez modifier des petites choses, plus par la suite ça peut faire des grosses vagues. Donc je vous avoue que j'ai dû modifier certains épisodes en conséquence, de façon à ce que la psychologie du personnage et que la logique générale l'emporte. Alors évidemment, je suis en train de faire une série avec des petites licornes rigolotes, de l'aventure, de l'humour, mais j'essaye de mettre un haut niveau de qualité dans tout ce que je fais. Peut-être plus tard, ce sera des choses plus sérieuses, mais je pense que quoi qu'on essaye de faire, il faut essayer de faire de son mieux. Ok, question suivante. Yo, Pony Bro, file tes techniques pour trouver des idées. Alors, je vous en donne une qui est une technique secrète, c'est la technique du rituel. N'ayez pas peur de répéter un certain rituel. Quand je cherche des idées, c'est très simple, je vais dans ma cuisine et je me sers du thé et je bois du thé en regardant par la fenêtre. Et c'est bête, mais à force de répéter ça, mon cerveau, je pense, intègre le fait que quand je suis à la fenêtre et que je bois du thé, c'est que je suis en train de chercher des idées et que j'en ai besoin, et au bout d'un moment, ça génère ces idées-là. Ma deuxième technique, c'est la technique de la douche. C'est quand déjà je suis plus bloqué, le thé ne fonctionne pas, dans ce cas-là, je me mets complètement nu et je ne vais pas dans la forêt, mais je vais dans la douche. Je me mets plein d'eau dessus. Et au bout d'un moment, vous êtes décontracté, vous êtes bien, vous êtes dans la douche, vous êtes complètement gaugé. Et là, les idées viennent. Mais pas genre une, genre 2, 3, 4, 5. Alors au début, vous êtes en mode, j'ai une idée, Melvin, il pourrait faire ça, c'est cool.
Je vais le noter dès que je sors de la douche. Sauf que 5 minutes après, vous avez 10 idées et vous êtes en mode « je ne vais pas pouvoir tous les retenir, je vais devoir sortir de la douche ». Donc régulièrement, je sors de ma douche, je suis à poil, je dégouline de partout. Je suis obligé de venir sur le PC pour vite inscrire les idées. Et j'ai pas mes lunettes évidemment quand je sors, donc je vois rien du tout. Enfin, voilà, vous imaginez bien le bordel. En se lançant dans un projet, comment combattre la tentation de ne rien faire ? Déjà, je pense qu'il faut accepter le fait que l'être humain, il a besoin de se détendre. Donc, au lieu de lutter contre le fait de regarder Netflix ou contre le fait de jouer aux jeux vidéo ou d'aller dehors et ne rien faire, déterminez-vous des temps où vous le faites et vous le faites à fond. Au lieu de faire un peu de Netflix et je vais bosser un peu à côté, mais faites Netflix, bon sang. Vous vous posez, vous regardez 1 heure, ou alors vous faites une bonne heure de jeux vidéo, voire 2 heures de jeux vidéo, faites bien votre truc, et à la fin, vous bouclez. Mettez des horaires fixes, où vous vous dites, là c'est le moment, je me détends, je fais rien d'autre. Si vous commencez de faire moitié quelque chose, moitié autre chose, moitié de la détente, moitié du travail, je l'ai vécu, j'ai testé beaucoup de trucs différents, et je vous assure que c'est catastrophique. Donc le mieux c'est, faites un truc au bout, restez concentrés, mettez des chronomètres, c'est vachement utile, et mettez des calendriers. Ça, c'est mon calendrier, avec au mois, qu'est-ce que je dois faire. Donc, c'est organisé un peu de façon bordélique, mais les grosses idées sont là. C'est que, au moins, je garde une trace sur ce que je dois faire, et surtout, à l'instant où vous posez quelque chose sur le calendrier, il y a un vrai stress qui disparaît, parce que votre cerveau ne le retient plus dans un coin de la tête, vous l'avez posé à l'écrit. Donc votre cerveau n'est plus obligé de retenir que vous avez dentiste à 16h demain, que vous devez avancer sur le scénario de l'épisode 4. Comment est-ce que tu gères le syndrome de l'imposteur ? Donc le syndrome de l'imposteur, c'est la sensation d'être illégitime. C'est la sensation que vous êtes arrivé là totalement par hasard et que tôt ou tard, quelqu'un va se rendre compte que vous êtes trop nul et vous allez être démasqué et vous allez être la risée de tout le monde. Alors moi, j'utilise la technique du miroir. En gros, c'est le soir, vous vous regardez dans le miroir et vous énumérez tout simplement la liste des choses que vous avez fait. Et vous allez voir que vous n'êtes pas si nul que ce que vous pensez. Un autre point, je dirais, c'est qu'il faut arriver à accepter l'imperfection. Par définition, tout ce qu'on fait est imparfait. La perfection, ça n'existe pas. Donc, il faut accepter un moment que ce qu'on fait ne pourra pas être parfait, ne pourra pas satisfaire tout le monde. Question suivante, ça va être comment de gérer une équipe. Alors effectivement, la suite, ça va être de gérer une équipe dans le studio d'animation. Je n'ai jamais fait ça. Alors, avant d'être artiste, comme la plupart d'entre vous le savent peut-être, j'ai été scientifique, donc j'ai travaillé en équipe, mais avoir des employés directement, j'ai jamais fait ça. Donc, je vous rassure tout de suite, quand on ne sait pas comment faire quelque chose, on se forme tout simplement, on achète des livres, on prend des formations, on demande des conseils. Je pense que c'est la meilleure façon de réussir les projets. D'une façon générale, c'est accepter un moment d'ouvrir un bouquin, de prendre des formations pour devenir super fort dedans. Donc ça va être trop bien. Question suivante. Alors, quelles sont les prochaines étapes pour Melvin et Magic ? Les prochains mois, je vais faire du voice acting dans mon salon. Je vais enregistrer notamment Melvin et Rémi. Alors pour le voice acting, j'ai mis en place un super micro avec un filtre anti-poc. Quand j'hurle dedans, hop, ça va aller dans ce câble blindé, ça descend, ça passe jusqu'au vélo, ça arrive au préamplificateur qui donne un son un peu plus chaleureux. Ensuite, ça repasse par ce câble, ça arrive jusqu'à la carte son externe. La carte son externe, elle va traiter le son pour qu'il soit de bonne qualité. Ça passe par un beau bordel de câbles. Ça arrive jusqu'au PC, et le PC, il envoie ça, boum, sur le logiciel, et ça fait du son. Après, normalement, je devrais avoir un beau bureau professionnel, un beau local professionnel, donc je vais déplacer tout ce qui est enregistrement dans le local professionnel pour enfin avoir une vie privée dans mon salon. La suite, ça va être donc de continuer et finaliser tout ce qui est voice acting, de faire tout ce qui est bruitage. À ce propos, je suis en train d'acheter à plein de particuliers de quoi faire du bruitage. J'ai acheté des flûtes et des trucs. Le but, ça va être d'avoir des sons uniques et non pas les mêmes sons que tout le monde utilise. Parce que, spoiler, dans les logiciels, dans les macro-logiciels de création audio, on a des plus petits logiciels qui sont des VST. Et ces VST, vous avez des banques de sons dedans et tout le monde utilise les mêmes banques de sons. Donc moi, j'ai envie de faire des trucs nouveaux, donc je vais également apprendre à faire du son avec ça, ça devrait pas être très compliqué. Les bruitages, tout ce qui est musique ensuite,
Et une fois que tout ça c'est bon, il va falloir commencer d'installer pour les animateurs et les dessinateurs qui vont venir. Les animateurs-dessinateurs viennent pendant à peu près 4 mois, et ensuite moi j'ai besoin d'un petit peu de temps pour faire le montage, et ensuite la série devrait sortir. Donc je pense qu'il y aura plus de vidéos et plus d'éléments quand on sera 4 dans le bureau, ça va être déjà plus vivant. Est-ce que le coronavirus influe le projet ? Oui, en partie, j'ai eu beaucoup plus de difficultés à trouver un bureau. En tout cas, normalement, cette partie-là, elle est validée. Et il va y avoir un problème de convention et de festival en 2021. J'avais prévu la série pour début 2021 sur le premier tiers. Je pense que ça va être complexe. Donc, j'ai prévu de décaler un petit peu. Donc, ce serait a priori pour septembre 2021 pour aller avec la rentrée des classes. Et comme ça va me laisser un peu plus de temps durant l'été pour bien préparer le projet. Je sais, ça repousse un peu, mais c'est franchement difficile de faire autrement. Je déménage et j'ai participé sur Ulule. Comment faire pour être certain que ma magnifique peluche viendra chez moi ? Aucun souci. Tu m'envoies un message sur Ulule et je corrige, j'ai un énorme tableau où j'ai tous les gens qui ont participé au financement participatif. Tu m'envoies un message avec ta nouvelle adresse, ton nom, prénom, et hop, je remplace. Pour être certain que la peluche et les produits dérivés, ils arrivent au bon moment, au bon endroit. À ce propos, ça n'a pas changé, les envois seront effectifs quand la série sort. Donc, début septembre. Où postes-tu le plus de nouvelles ? Je dirais sur Discord. Honnêtement, c'est le plus simple pour moi d'écrire des trucs. Et je passe même régulièrement un peu plus de temps avec les fans. À ce propos, si vous voulez aider le projet, il y a toujours possibilité via Tipeee. Tipeee, c'est pour donner un petit peu d'argent tous les mois ou juste comme ça une fois pour faire plaisir. Et le fait de donner un petit peu d'argent vous donne accès à une section VIP sur le serveur Discord et je passe de temps en temps pour papoter avec les gens. C'est le maximum que je peux faire en ce moment. Le projet, il faut vraiment qu'il avance là. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez les poser sous la vidéo YouTube, donc dans l'espace commentaire de YouTube. N'hésitez pas à rajouter un Q 2 points. Comme ça, c'est plus facile pour moi de retrouver les questions. Et je les traiterai peut-être dans la prochaine vidéo. Voilà, je sais que le projet est ultra complexe. J'espère que pour vous, il est compréhensible. N'hésitez pas à me demander tout plein de trucs. J'ai presque plus de voix. Je suis pas habitué à autant parler. Je suis si seul. Encore énorme merci à toute la communauté de m'avoir soutenu pour le financement participatif. Je vais être honnête avec vous, je ne cherche plus à faire plein de vues sur YouTube, en tout cas jusqu'à ce que la série sorte. Là, je cherche juste à être avec vous, à être bien, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se revoit dans quelques semaines, quelques mois probablement. Dès que j'ai le studio d'animation, dès que j'ai des images sympas, je vous montrerai ça. Dès que je fais du voice acting, évidemment, j'enregistrerai pour que vous puissiez vous bidonner en regardant ça. Woody boop, Woody boop.